Nous allons aborder un sujet qui est relativement technique et nous souhaitons mener une série de webinaires tout au long de l'année 2025 parce que ça fait partie de la mission de Opéra Cyber. Opéra Cyber, en quelques mots, est un cabinet de conseil qui a été créé en 2021. C'est un cabinet de conseil qui se donne comme objectif apporter sa pierre à l'édifice pour que l'économie française et surtout les TPE-PME puissent être accompagnés par les méthodes adaptées à leur secteur d'activité et à leur budget. Donc, en quelques mots, nous se donnons comme un challenge, comme défi, faire en sorte que notre offre Opéra Cyber soit l'offre pragmatique et que soit adaptée par le marché et que les dirigeants des TPE-PME peuvent passer à l'action. Donc, aujourd'hui, la situation est suivante. Il y a peut-être plus personne qui n'est pas au fait des risques cyber et les impacts plus ou moins concrets que les risques cyber peuvent représenter pour l'entreprise. Donc, depuis quelques années, plusieurs acteurs, y compris les acteurs étatiques, réunissent ensemble pour promouvoir cette initiative à se préparer aux risques cyber et par ce fait-là protéger nos activités. Ces actions ont été lancées parce que la transformation digitale prend de plus en plus de place dans notre économie, dans notre activité. Avant, les actifs, ils étaient physiques. Maintenant, plus en plus, les actifs sont numériques. Donc, ça veut dire que si avant, un chef d'entreprise, il était à protéger et peut-être ses classeurs, ses bases de données sur le papier, ou peut-être aussi des informations qui étaient en format réel, on va dire, matériel, ou même si on prend un chef d'entreprise tel que dirigeant d'une usine, il a pensé davantage à son stock et à l'ensemble des actions relatives à la production pour protéger les chaînes de production, mais toujours de point de vue physique. Désormais, l'interconnexion entre les sociétés, entre les fournisseurs et les clients, entre les outils font que le monde il est interconnecté et ouvert. Donc finalement, aujourd'hui, la cybercriminalité, il déplace son regard et plus en plus, il s'intéresse au domaine qui est le domaine digital. Donc, la prise de conscience du risque cyber, il commence à faire son chemin. Ce sont les statistiques, le rapport qui nous disent, et les rapports, on peut les trouver soit sur les cybermalveillance.gouv.fr, soit à lire les rapports de la BPI France. Et donc, ce qu'on sait que plus en plus, les dirigeants ou les chefs d'entreprise interrogés, ils se disent être au fait des menaces et des risques cyber et surtout les risques cyber que leur entreprise encourt. En revanche, les actions sont encore fébriles. Il n'y a pas encore beaucoup d'entreprises de taille TPE et PME qui sont réellement passées à l'action et qui savent piloter cette activité qui est cyber de façon réellement structurée et organisée. C'est pas étonnant. Le domaine de cybersécurité est un domaine qui est extrêmement complexe. Il demande des connaissances, il demande des ressources, il demande des compétences, il demande du temps. Et c'est un domaine nouveau. Donc, ce qu'on dit souvent, on nous a donné les outils sans forcément apprendre à comment les utiliser et sans forcément nous donner la chance à prendre ce temps pour apprendre à les utiliser. Donc, d'où ces 3 freins que vous voyez ici qui empêchent aux chefs d'entreprise, aux dirigeants, aux managers à passer à l'action. Donc, le premier facteur qui freine cet passage à l'acte de façon régulière, c'est la connaissance superficielle du risque cyber. Plusieurs choses à dire là-dedans. Donc, la première, c'est que souvent, quand on pose les questions, est-ce que vous êtes au fait de risque cyber, les chefs d'entreprise sous-estiment finalement ou même méconnaissent les enjeux qui les concernent directement. Ils vont souvent parler de data, mais ils ne vont pas penser qu'un attaquant peut tout simplement chiffrer l'ensemble de leur structure, de leur activité et demander de l'argent pour les escroquer. Ils ne vont pas penser non plus qu'un attaquant, il va euh, euh,
mener les actions de sabotage pour arrêter les chaînes de production, les chaînes logistiques et ainsi de suite. Finalement, ils sont encore dans la situation à penser que notre activité est une activité qui est modeste, les attaquants ne sont pas intéressés par notre activité et donc finalement, nous ne sommes pas forcément exposés. Et en réalité, c'est une hypothèse qui est complètement fausse parce que depuis des années, les attaquants davantage s'intéressent aux entreprises de taille modeste parce que justement, les plus vulnérables, ils représentent une cible privilégiée et plus facile, surtout quand on parle de volume. Donc, par la suite, le deuxième facteur, c'est manque de solutions clés en main. Donc, effectivement, il est dans ce domaine qui est le domaine de cybersécurité, on fait souvent le lien avec le domaine IT. Ce sont les domaines qui sont directement interconnectés, mais n'est pas forcément comment dirais-je, l'un vers l'autre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les sociétés, les prestataires qui s'occupent de l'informatique, qui sont souvent les prestataires d'infogérance, ils prennent en charge la partie d'activité qui est purement IT. Tandis que la cybersécurité, elle doit s'occuper des risques, on va dire comment protéger les accès, et ces accès peuvent être via les dimensions humaines, organisationnelles, process ou techniques. Et donc, effectivement, il n'existe pas l'offre ou la proposition clientement qui fera en sorte qu'avec un plug and play magique, la société elle est protégée et l'ensemble des dimensions qui rentrent dans la compréhension de la cybersécurité est protégée. Donc, mais malgré ça, il existe des offres et justement, il existe les démarches qui permettent de façon progressive, pas à pas, faire en sorte qu'on fait les choix pragmatiques et qu'on amène à la maturité cyber de chaque entreprise en lien avec son activité. Et donc, le troisième facteur, c'est le coût. La cybersécurité, ce n'est pas, on va dire, un centre de gain, c'est le centre de dépenses. Donc, quand on va expliquer qu'il faudrait investir en cybersécurité, il faut peut-être nommer une personne en interne ou prendre un conseil d'extérieur. Ça représente un coût qui n'est pas le moindre pour les chefs d'entreprise. Dans le contexte économique déjà suffisamment tendu, ce n'est pas facile à prioriser les actions. Et donc, très souvent, on travaille pour justement apporter les propositions qui seront peu coûteuses et qui peuvent déjà, pas à pas, faire en sorte que le périmètre, les surfaces d'attaque soient réduits. Si vous n'avez pas de questions sur ces aspects-là, donc je passe sur le slide suivant qui très brièvement présente notre approche et justement tout au long du webinaire par la suite, vous allez voir que certainement nous allons répéter parce que notre philosophie, c'est commencer par comprendre à quoi on est exposé, quels risques on encourt. Ensuite, à partir du moment qu'on voit quels sont les bénéfices et les sacrifices, donc les investissements pour déployer les mesures sont définis et l'évolution continue permet d'arriver à un niveau de maturité qui est nécessaire pour l'entreprise donnée. Donc nous militons pour une démarche assez pragmatique et on va dire spécifique à chaque entreprise pour être adaptée au métier, au contexte et aux moyens, bien sûr. Donc, pourquoi la cyber-résilience et pourquoi nous avons choisi cet axe de présentation qui est la cyber-résilience? Bah parce que d'une part, vu que le domaine de cybersécurité est très technique et si nous parlons des mesures techniques, ça va être peut-être pas facile à vous retrouver encore présent à la fin de webinaire. Donc, et la cyber-résilience, nous pensons que c'est le terme aussi qui parle aux managers parce que finalement, être résilient, c'est faire en sorte que je continue mon activité et je continue notre activité malgré l'incertitude, malgré les coups durs que le monde me réserve.
Donc nous allons faire cette présentation en 3 parties principalement. C'est le pourquoi, le quoi et le comment, et nous allons conclure par, finalement, comment faire en sorte en suivant ce webinaire, et si vous êtes motivé pour prendre les mesures, vous savez quoi faire. Pas de questions jusqu'à là? Très bien. Donc pourquoi la cyber-résilience? La cyber-résilience, est parce que, depuis, quelques années, depuis cette, active, transformation digitale dans tous les secteurs d'activité, on arrive finalement à un phénomène qu'on appelle la massification des attaques. Massification des attaques, parce qu'il y a les choses à attaquer, donc dû à cette, transformation digitale, mais parce que aussi les attaquants se sont organisés en industrie, en, sociétés interconnectées entre eux et qui prennent systématiquement, mmh, les pas d'avance. Donc depuis, on ne parle plus finalement, cybercrimes organisés, on parle maintenant de crimes industrialisés. Le service de cyberdéfense est appelé à changer l'échelle et aussi se préparer de façon industrialisée. L'image ici à gauche vous montre cette organisation, il vient de Panorama d'Occlusif en 2022, parce que justement en 2021, y compris avec la pandémie de Covid-19, la transformation digitale a été accélérée et donc ça donnait on va dire, les sources d'inquiétude pour les personnes comme nous, pour les experts en cybersécurité. Je passerai la parole à mon associé Hervé Talmansi pour qu'il présente quelques slides qui vous montrent à quel point la cybercriminalité explose. Oui, oui. Oui, donc merci Tatiana. Effectivement, donc depuis quelques années, hein, on constate effectivement une explosion du nombre d'attaques et d'actes, on va dire, malveillants réalisés sur les entreprises. Et d'ailleurs, c'est caractérisé par un chiffre qui est assez parlant, celui qui dit que en fait, en France, le marché de la cybersécurité, en fait, devrait atteindre 7 milliards d'euros en 2029. Donc, en gros, on est sur des valeurs qui ne sont pas négligeables. Ce qu'on remarque aussi ici, c'est que 72% des entreprises à l'échelle mondiale ont constaté une intensification pardon, des risques cyber. Donc en fait, on est sur des chiffres aussi là qui sont assez importants. Euh, Aujourd'hui, les entreprises considèrent que la protection, en fait, le chiffre de 88% qui est mentionné ici, dit que 88% des entreprises françaises vont dépendre de prestataires externes pour tout ce qui va être gestion en fait de leur cybersécurité. Et en fait aussi un chiffre non négligeable qui est de voir que les attaquants, ils ne vont plus se concentrer uniquement sur un point spécifique d'entrée au niveau de l'entreprise, mais en gros, qui vont essayer de passer par toutes les portes possibles. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les collaborateurs, en fait, l'humain, est quand même à une place non négligeable dans tous ces risques potentiels qu'on peut avoir en matière de cybercriminalité. Il y a Vas-y, je te laisse. Alors pourquoi on dit tout ça? Ben en fait, c'est pas on n'invente rien, hein. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'actualité nous sert. Dans le sens, si on fait on remonte de quelques mois en arrière, on a entendu parler sur les médias, notamment, de l'attaque qui a touché France Travail, ou encore d'autres attaques qui auraient été du fait de groupes de hackers type Logbit. Vous avez aussi probablement dû entendre parler de Speedy. Tout ça, en fait que, en gros, depuis quelques années, en fait, comme le disait Tatiana, ben,
on va dire post-Covid, plus ou moins, on assiste vraiment à une explosion de ce nombre d'attaques ou d'actes de malveillance qui sont réalisés. Alors, à la fois sur des organismes aussi bien étatiques que des entreprises. En fait, personne n'est épargné aujourd'hui. Et le constat, il est là. Il est de se dire qu'en fait, aujourd'hui, personne n'est épargné et on se retrouve face à à des attaques alors, qui sont on va pas réinventer la roue, hein, qui sont généralement basées sur ce qu'on va alors des ransomware, des rançongiciels en français, ou des intrusions dans les systèmes d'information, ou alors des piratages de comptes avec de l'usurpation d'identité. En fait, vous avez sur la droite du slide là des chiffres qui représentent en fait cette classification par type d'attaque qu'aujourd'hui on est capable d'identifier. Et sur la gauche, vous avez des chiffres qui parlent par rapport au secteur d'activité et notamment par rapport aux tailles d'entreprise. Typiquement, vous voyez que sur les quelques, allez, 3 millions, 4 millions à peu près, 3 millions 9 d'entreprises qui existent aujourd'hui en France, ben, vous avez 3 millions 9 qui sont de taille TPE-PME et à peu près 6 000 tout ce qui est supérieur quoi, aux PME. Et les attaques aujourd'hui, elles vont cibler dans 70%, 77%, voire quasiment 80% des cas, donc les TPE-PME, pour 23% le reste TI et grands comptes. Donc on voit bien ici que les TPE-PME ben, sont les cibles de choix en fait pour les hackers ou les personnes malveillantes. D'ailleurs, on voit bien le chiffre qui est noté ici qu'une TPE-PME sur 5 dispose d'une stratégie en matière de cybersécurité. Donc, on voit qu'il manque clairement de stratégie ici, que 2 tiers des entreprises considèrent que le risque euh, n'est pas ou est peu important. En gros, c'est toujours là chez les autres, mais jamais chez soi, si on peut parler comme ça. Et en fait, les chiffres disent que 4 entreprises sur 10 ont déjà subi une ou plusieurs attaques informatiques. Donc voilà un peu le constat aujourd'hui en matière de cybercriminalité, si on peut dire. Donc, nous vous conseillons les chiffres qui sont présentés ici viennent de rapports publiés par la BPI France en 2021. Nous vous conseillons d'y aller et regarder aussi parce que c'est le rapport qui est très bien fait, surtout pour les dirigeants des entreprises de taille modeste, de TPE-PME. Et pareil, les sources présentées ici, c'est cybermalveillance.gouv.fr. On rencontre encore très souvent quand on travaille avec pour les sociétés de PME, de type PME, on voit très souvent que les dirigeants ne connaissent pas cette plateforme. Donc, c'est pour ça que nous avons tâché à présenter et chiffres et vous mettre aux sources pour que, sans modération, vous allez regarder et puis ça vous permettra à mieux vous former à ces sujets. Donc, avant de passer sur la partie suivante, c'est donc quoi la cyber-résilience, nous lançons un petit sondage, le premier sondage à votre attention. Donc, en tout cas, ce qu'on voit ici, que déjà une personne dit avoir vécu l'expérience de subir d'une cyberattaque, une personne dit qu'elle n'a pas vécu et nous n'avons pas d'autres réponses. Donc, merci. Maintenant, nous allons parler plutôt, c'est quoi la résilience et la cyber-résilience en particulier. Donc, bon, le mot résilience, c'est pas nouveau. La cyber-résilience, c'est la capacité d'une organisation à maintenir son activité, faire en sorte que l'entreprise reste résiliente malgré les circonstances et le monde incertain. Donc, ça veut dire aussi à se préparer aux cybermenaces et à savoir à répondre à ces cybermenaces et en se remettant une fois quand l'attaque est advenue. Donc, une organisation cyber-résiliente, elle peut s'adapter aux crises, aux menaces, aux adversités et défis connus ou l'inconnus. Donc, ce qu'on voit ici, c'est les quatre
dimensions ou les 4 briques qui sont reliées ensemble et qui, bien sûr, commencent par anticiper. Ça veut dire qu'il faut savoir qu'est-ce que je vais protéger, il faut savoir quels sont les enjeux qui concernent mon activité en termes que métier, quels sont les risques que j'encours et à combien mes équipes sont formées pour pouvoir justement agir de façon adéquate. Ensuite, quand on parle de résister, il s'agit davantage des actions, des actions techniques et organisationnelles pour pouvoir identifier les attaques, les détecter. Ça veut dire que les process ou les polices, les politiques qui ont été réfléchis, ils peuvent permettre à très vite faire en sorte que les attaques sont remontées. Ensuite, c'est la reprise. Et la reprise veut dire que je gère l'incident, je fais en sorte que c'est fait au plus vite et avec le minimum de ressources et minimum de pertes. Je cherche à diminuer les pertes et à reprendre l'activité, même si cela est en mode dégradé, au plus vite possible. Et pour finir, donc dans un cycle d'évolution, j'évolue ce qui s'est passé, je communique sur ce qui s'est passé, je configure et globalement, indépendamment si l'attaque a réussi ou pas, je prends en note, ou je tire les leçons de chaque expérience et je fais en sorte qu'avec chaque expérience, avec chaque changement, que je détecte, y compris les changements de métier, j'intègre les réflexions autour de la résilience dans mes politiques de cybersécurité. Donc, si vous n'avez pas de questions par rapport ici, parce qu'on est réellement dans le vif du sujet, donc pour garder en tête cyber-résilience, c'est quoi? C'est 3 R. C'est résister, se rétablir et se reconstruire. Donc, c'est très similaire si on fait penser d'une maison qui était, ou les maisons qui étaient construites par trois petits cochons. Donc, en fonction où on habite, quel matériel on a à notre disposition, quelle résistance on veut donner à notre habitat. Donc, on se pose des questions. Donc, c'est la même logique ici. C'est prévenir des attaques grâce à défense robuste si on veut protéger notre activité, c'est savoir restaurer les opérations après une attaque dans les meilleurs délais, en fait, avec l'impact en fait, avec l'impact minimiser, ce qu'on cherche à minimiser l'impact lors d'une attaque advenue, et puis revenir en fonctionnement initial, ça veut dire quoi? C'est reconstruire, parce que il y a effectivement soit les pertes, soit les changements dans les process ou dans les configuration qu'il faut faire. Donc voilà, le 3 R à retenir, résister, se rétablir et reconstruire. Donc nous allons vous proposer un deuxième sondage. Avez-vous une cellule de crise dans votre organisation? Et nous serons reconnaissants si vous pouvez répondre à cette question. Cellule de crise, c'est une c'est un groupement de personnes qui savent comment réagir dans les situations d'une attaque qui considérée comme importante et qui a l'impact sur l'activité de l'entreprise suffisante pour que une crise soit déclenchée. Donc, nous allons fermer les votes, mais c'est assez, en fait, nous sommes agréablement surpris parce que nous avons accompagné plus de vingtaine PME et jusqu'à aujourd'hui, aucune entreprise n'a pas eu cellule de crise. Donc, ils ne savaient même pas de quoi il s'agit. Et globalement, ils savaient ou se préparaient plutôt dans le monde anticipé, si on parle de formation ou d'autres aspects. Mais tout ce qui est qu'est-ce que je fais une fois que l'attaque arrive, c'était les aspects qui étaient complètement négligés. Ça nous montre vos réponses. Après, c'est pas forcément les réponses représentatives, mais c'est très bien que dans vos organismes, il y a les cellules de crise qui savent prendre la main une fois que la crise arrive. Donc, nous passons maintenant sur troisième partie. Finalement, une fois qu'on a compris que il y a une inquiétude, que la cyber-résilience veut dire résilience économique de mon entreprise, tout simplement, qu'il s'agit de donc résister aux imprévus et mener les actions pour pouvoir reconstruire l'activité et reprendre l'activité dans le plus court délai. Comment on peut le faire? Donc, c'est plus facile écrire que dire.
et nous sommes assez humbles pour comprendre que dans la plupart des entreprises que nous avons accompagnées, il n'y avait pas d'action prévue pour justement augmenter non seulement la maturité, mais aussi la cyber-résilience. Mais globalement, la question n'est pas de savoir si vous allez être touché par des cyberattaques, mais c'est plutôt quand et quel impact cela va engendrer. Donc, et l'impact, c'est la question, c'est le sujet clé ici. C'est en fonction de qu'est-ce que vous craignez à perdre, vous pouvez mettre en place les actions, les mesures et pareil, un autre acronyme autour de 3 facteurs primordiaux, c'est humain, outil et process. Ne pas penser que outil, ne pas que le process humain, mais voir la chose, cette chose-là de façon globale. Je ne sais pas, Hervé, si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce slide-là, ou je passe à la slide suivante. Donc finalement, pour savoir, par quoi commencer, c'est déjà se poser les questions à quel point mes, systèmes aujourd'hui sont robustes et on ne peut pas le savoir sans diagnostiquer les systèmes. Donc notre 1 proposition ici, c'est à dire, à comprendre quel est mon niveau de robustesse et pour savoir le faire, c'est en partant de pilotage par le risque dont on a parlé au début, faire les diagnostics. Les diagnostics ils doivent être de plusieurs types. Il faut diagnostiquer les structures de point de vue technique, de point de vue organisationnel ou process et de point de vue humain. Finalement, les résultats diagnostiques permettent de voir comment nous sommes positionnés, quels sont les angles peut-être morts que nous n'avons pas vus et c'est la première étape pour réfléchir sur les actions. Donc, les diagnostics permettent de comprendre et agir par la suite. Et ils permettent de définir les enjeux de cybersécurité, c'est-à-dire disponibilité, intégrité, confidentialité et preuve ou traçabilité. Il permet d'identifier des points de vigilance ou d'urgence. Il permet de voir la vue globale et donc établir des états de lieux, proposer des mesures et par la suite le plan d'action pour effectivement déployer ces mesures. Donc, évoluer pour renforcer vos systèmes. Justement, les diagnostics permettent de comprendre par quoi il faut commencer. Il faut quand même, et là on a tâché à préciser que très souvent on réalise les diagnostics pour plusieurs entreprises, mais il manque de compétences en interne pour comprendre les résultats de ces diagnostics. Le message ici, il est très rapide. Il faut absolument que le travail, l'énergie qui a été dépensée pour diagnostiquer vos systèmes soit par la suite exploité, que finalement les grilles d'évolution, les tests d'exposition ou les plans d'action ou les feuilles de route qui vous a été fournis à la fin des diagnostics vous servent pour continuer par la suite votre travail afin de rendre votre système et votre entreprise plus robuste. Donc c'est pour ça assez souvent nous voyons qu'il manque le pilote, c'est-à-dire un référent qui peut prendre les actions et les réaliser. Donc, diagnostiquer et comprendre les problèmes, c'est déjà un premier pas, mais c'est bien entendu n'est pas suffisant. Pour conclure ici, comment s'y prendre, c'est justement, il y a un cadre qui est présenté ici qui contient 5 fonctions, c'est identifier, protéger, détecter, répondre et récupérer. Mais ce qui est le plus important, c'est le schéma à gauche, c'est bien comprendre si les points d'entrée qui sont présentés ici peuvent être exploités par les attaquants et agir dans les bons endroits. Donc, le message ici, toujours restons pragmatiques, ne pensons pas que nous ne sommes pas exposés, nous ne pensons pas non plus que nous sommes exposés absolument partout et qu'il y a le risque qu'on encourt qui va mettre notre société par terre. Donc, c'est important de comprendre avec les diagnostics donnés par les experts quels sont les points d'entrée qu'il faut protéger et mener ces actions. Donc, le sondage ici, c'est avez-vous formé à votre entreprise au risque cyber? Donc, nous avons deux oui et un non, et ben, les autres personnes ne sont pas prononcées.
Donc c'est très bien aussi parce que d'habitude, les réponses c'est plutôt non et ou quand on dit oui et on pose un peu la question, qu'est-ce que c'est la fraude au président? Qu'est-ce que c'est l'attaque de type, ransomware? Les réponses sont, souvent assez floues. Donc, c'est bien si vous étiez formés et ce qu'il fallait par la suite, c'est identifier et peut-être, comprendre les, vecteurs d'attaque et voir réellement comment chacun doit réagir, s'il voit que l'attaque détectée et comment il remonte, la détection de cette attaque, aux personnes en adéquation, en charge au sein de l'entreprise. Donc finalement, j'arrive à la conclusion. La cyber-résilience, c'est quoi? C'est mettre en place une sécurité qui tienne, sur le long terme. C'est le travail, pas à pas. C'est, chercher à éviter les angles morts et faire en sorte que la protection cyber, puisse à chaque fois tourner autour de plusieurs dimensions. Donc c'est le volet technique, sécurité physique, facteur humain, process, organisation, couverture juridique et protection assurantielle pour, transférer une partie du risque. Et parmi les mesures clés, donc la première, c'est connaître, mes assets et savoir, ce que je dois protéger. Ne pas transiger sur le minimum technique vital, qui est souvent peu coûteux, sensibiliser et responsabiliser les collaborateurs et tester et anticiper la gestion de crise. Donc, tester et anticiper la gestion des crises, c'est ce qui est souvent très faiblement fait, en fait, ou pas fait du tout au sein des entreprises. Donc, la mesure sur laquelle on aimerait assister aussi, c'est une fois si on sait quoi faire, qu'on a mis en place les protections, on sensibilise que le collaborateur, faire réellement les exercices de crise pour vérifier à quel point on est robuste et donc s'exercer. Et aussi, ce qui est assez important, c'est faire appel aux prestataires qui sont les prestataires qualifiés. Les prestataires qualifiés, jamais ils vont vendre des tapis. Ils vont vous réellement, déjà par leur niveau d'expertise, par les années d'expérience, par l'ensemble des cas d'usage qu'ils ont rencontrés, ils vont vous faire les propositions qui seront très adaptées à votre activité et ils vont être de bons conseils. Merci pour votre attention. Nous avons fini la présentation. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'Hervé, tu peux prendre des questions, s'il te plaît? Quand la solution est hébergée par un prestataire cloud, est-ce que la cybersécurité est de sa responsabilité à 100%? Alors, effectivement, donc quand la solution est hébergée par un prestataire cloud, du coup, est-ce que la cybersécurité est de sa responsabilité à 100%? Eh bien, en 100% fait, sur qui, en fait? Est-ce que tu non, mais comprends la non, réponse? oui, Non, oui, oui, je peux 100% par répondre. qui? Par les prestataires? Mais même que ce soit prestataire ou pas, dès lors qu'on est dans le cadre d'une solution hébergée, on est toujours dans un contrat de partage, entre guillemets, de responsabilité. Tout va dépendre après du niveau de ce que vous entendez par hébergement cloud, si c'est du IaaS, du PaaS ou du SaaS, où effectivement sur du SaaS, on aura la responsabilité qui va être du domaine du prestataire, et sur du IaaS, ça va être plutôt de la responsabilité en fait, du client, quoi, en fait. Mais dans les deux cas, la responsabilité est partagée, avec un niveau moins, enfin, on va dire, comme je disais, hein, plus important si vous êtes en SaaS du côté hébergeur cloud et un peu moins important si vous êtes sur du IaaS. L'idée étant derrière de cadrer tout ça avec des contrats et c'est pour ça que dans les contrats, il faut vraiment faire attention à toutes les clauses qui sont notées, mais la responsabilité en tout cas n'est jamais entre guillemets à 100% de la part de la responsabilité en matière de cyber n'est jamais à 100% de la part du prestataire cloud. Moi, j'ai une réponse complémentaire. On a parlé tout à l'heure de plusieurs facteurs organisationnels, humains et techniques. Donc, quand un service il est déployé dans le cloud et donc on achète une solution dans le cloud, une partie de responsabilité technique, s'il est cadré par le contrat, il sera porté par le prestataire de la solution. Maintenant, si les collaborateurs ne changent pas les mots de passe ou mettent les mots de passe qui ne sont pas robustes, ou qu'ils
qu'ils passent les mots de passe à leurs en fait, à leurs collègues et ainsi de suite. En fait, si eux-mêmes ils ne respectent pas les règles d'hygiène de base, le cyberattaquant il peut très bien rentrer par cette porte de rentrée et vous n'avez rien à revendiquer à votre prestataire de service cloud. Donc, c'est très important de savoir quel point de vue on regarde, quels sont les fameux points d'entrée, ce que j'ai présenté sur le slide 19. Je vais le réafficher ici et se poser les questions plutôt par rapport à ce service. Qu'est-ce que attaquant peut exploiter comme vulnérabilité et à quel point je suis protégé par le contrat, par le double authentification, par peut-être usage du service de façon ponctuelle et ainsi de suite. En tout cas, si jamais vous avez des questions qui vont venir par la suite, si les questions de résilience, d'accompagnement subventionné et j'en passe vous intéressent, donc vous avez nos coordonnées ici. Nous serons ravis à partager avec vous notre expérience et vous faire les propositions les plus adaptées et les plus pragmatiques. Donc, merci pour votre temps. Écrivez-nous, nous serons ravis et passez une bonne journée. Au revoir.